Bonsoir, messieurs, dames, et merci de nous recevoir chez vous. Les titres. Au terme de son séjour de 3 jours au Burkina, Mohamed Ibn Chambas, envoyé spécial des Nations Unies, se félicite de la conduite de la transition et insiste sur le maintien de la paix et de la cohésion au Burkina. Blaise Compaoré avait-il la légitimité ou la légalité de modifier l'article 37 de la Constitution? Les détails dans ce journal avec Étienne Traoré. Le chantier de l'hôpital Yalgado 2 est en bonne voie. C'est le constat qu'a fait le Premier ministre Yacouba Isaac Zida à l'issue de sa visite. L'inauguration de l'hôpital est attendue pour septembre prochain. Mohamed Ibn Chambas, envoyé spécial des Nations Unies, est au terme de son séjour de 3 jours au Burkina, un séjour qui a consisté à l'évaluation du processus de transition. À cet effet, il a animé cet après-midi une conférence de presse où il s'est félicité de la conduite de la transition et insisté sur la nécessité de maintenir la paix et la cohésion au Burkina. En séjour de 72 heures au pays des hommes intègres, la mission des Nations Unies conduite par Mohamed Ibn Chambas a rencontré les acteurs de la vie nationale avec qui il a eu différentes discussions. Cela en vue d'évaluer le processus de transition au Burkina Faso à quelques semaines des élections. La mission des Nations Unies dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel écartant certains candidats de la course aux législatives du 11 octobre. Aussi a-t-il invité les partis politiques à faire preuve de respect des lois en vigueur. Concernant les législatives, on est tous conscients de leurs décisions. Et c'est que d'ailleurs, on a rencontré les leaders politiques de plusieurs partis, y compris ceux qui sont directement concernés par cette décision. Et on les a conseillé de, n'est-ce pas, toujours rester dans une perspective de respecter les lois. Tout en se félicitant de la conduite de la transition par les autorités burkinabées, l'émissaire des Nations Unies a rassuré le peuple burkinabé de sa collaboration pour l'aboutissement du processus électoral. Je suis confiant que nous continuerons à collaborer étroitement pour un aboutissement heureux de la transition, caractérisé par les détenus le 11 octobre 2015, des élections crédibles et paisibles, basées sur une large adhésion populaire et qui doteront le Burkina Faso des institutions qui leur permettront d'affronter efficacement les défis de développement. Mohamed Ibn Chambas a également exhorté les autorités de la transition à poursuivre leurs actions en vue d'organiser des élections libres et transparentes le 11 octobre prochain. À propos du verdict du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on reproche aux anciens ministres et députés du régime Compaoré? Le rappel, c'est avec Ibrahim Zongo. 42 candidats issus de l'ancien parti au pouvoir et alliés ne pourront pas prendre part aux élections législatives du 11 octobre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel après examen du recours formulé par Angelin Dabiré. Le verdict du Conseil constitutionnel frappe directement des ministres, des députés et certains militants issus ou proches du régime déchu et dont l'implication dans l'avènement de l'insurrection populaire est on ne peut plus incontestable. Les ministres se sont rendus coupables le 22 octobre 2014 lors du Conseil des ministres ayant validé la transmission du projet de loi portant modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. Décision qui a été rendue publique à l'issue du Conseil par Jérôme Bougma, alors ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum.
Les députés, eux, se sont rendus coupables en septembre 2014 lorsque réunis au sein du groupe du 10 septembre, les 70 députés du CDP et 11 autres de la mouvance présidentielle appelaient Blaise Compaoré à la convocation d'un référendum autour de l'article 37. Le mercredi 10 septembre passé, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ont pris l'initiative de lancer un appel au président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, pour la convocation d'un référendum autour de la modification de la Constitution du Burkina Faso, initiative à laquelle se sont associés les députés du groupe parlementaire CFR et le député non inscrit de l'UNDD. En ce qui concerne les militants, il s'agit notamment de l'appel du 26 avril 2014 qui leur est reproché. Nous, participantes et participants à la première session du Conseil national, ici du 5e congrès ordinaire, tenu le 26 avril 2014 à Ouagadougou, lançant un vibrant appel au président du FASO, chef de l'État, à user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer le corps électoral pour un scrutin référendaire relatif à la révision de l'article 37. En tous les cas, ce verdict du Conseil constitutionnel interpelle tout citoyen, de quelque rang que ce soit, face à ses responsabilités devant l'histoire. Verdict prononcé dans le respect du droit, est-on tenté de dire, comme le reconnaissent Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA et l'ancien ministre Vincent Dabilgou du NDT. Blaise Compaoré avait-il la légitimité ou la légalité de modifier l'article 37 de la Constitution burkinabé? Pour le professeur Étienne Traoré, il s'agissait d'une légalité à moitié et d'une légitimité construite sur du faux. Les détails avec Viviane Pama. Depuis le début du processus de la révision de l'article 37, l'ex-parti majoritaire s'est appuyé sur des textes de la Constitution burkinabé pour justifier leur volonté de modifier la Constitution, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la légalité de cette révision. Le professeur Étienne Traoré, alors membre du parti PDS-METBA, parti d'opposition, revient sur cet aspect. On peut dire la légalité presque à moitié, puisque d'abord on dit qu'il faut faire un mandat. Ça, c'est quand même légal, c'est écrit noir sur blanc. Et du reste, pour cette révision, il fallait aussi, comme les textes que nous avons signés avec la CEDEAO et l'Union africaine, on a toujours recommandé un consensus. Il n'y avait pas de consensus dessus. Le président Compaoré voulait foncer et encouragé en cela par beaucoup de turiféraires de son régime, beaucoup de profiteurs du régime, beaucoup de gens qui ne voulaient plus dire la vérité, ils voulaient que manger, c'est eux qui l'ont poussé jusqu'au bout de cette bêtise-là. Une légalité forcée à moitié et une légitimité zéro pour Blaise Compaoré et ses partisans, pour qui modifier la constitution burkinabé frisait l'obsession. J'ai dit à Blaise, fais attention, tous ces gens qui viennent au stade là, ils s'en fichent de choses, c'est l'argent qu'ils reçoivent. C'est tout. Il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont sincères. Dès le jour où tu auras des problèmes, tu verras. Et j'avais cité le cas de Mobutu. Les gens criaient par lui, c'est le bon Dieu. Les jours, il tombe, tu vois personne pour dire quoi que ce soit. Les gens se cachent. Et il y en a même qui vont le dénoncer. Donc lui se fondait sur du toc, du faux. Donc on ne peut pas faire de la légitimité sur du faux. Voilà. Aujourd'hui frappé d'inéligibilité pour les législatives, ces candidats de l'ex-majorité s'attendaient-ils à se retrouver un jour de l'autre côté de la rive, à vivre les mêmes tracasseries subies depuis toujours par les opposants politiques burkinabés? En tout cas, la roue a tourné pour ce qui est de la politique au Faso. L'insurrection populaire ayant inversé les rôles, à chacun de goûter aux délices ou aux supplices de son adversaire d'antan. L'analyste politique Ismaël Diallo était sur notre plateau du 13-14 hier. S'exprimant sur le verdict du Conseil constitutionnel, il dit ne pas s'attendre à ce qu'un candidat recalé pour les législatives soit retenu au présidentiel. Toutefois, il conseille d'attendre que le Conseil constitutionnel statue sur la question. Retour sur ses propos avec Ibrahim Sanou. Politiquement, il y a un régime qui a tenté une forfaiture, une corruption de la Constitution, qui, dans tous nos textes et dans les textes régionaux et internationaux, sont interdits. Ce régime a persisté.
et a conduit même à des morts. Et la question morale est que lorsqu'on a fait cela, lorsqu'on est auteur d'un délit, d'un crime de ce genre, le minimum, c'est d'être humble, c'est de faire profil bas, d'accepter qu'on a eu tort et de laisser passer le temps. Parmi ceux qui étaient au pouvoir jusqu'en octobre, il y en a qui veulent s'opposer ou s'insurger contre la décision du Conseil constitutionnel. Il faudrait simplement que les institutions prouvent qu'elles ne reculent pas. Oui, on peut craindre qu'il y ait des désordres. Il m'est même revenu que dans un arrondissement, il y a des gens qui hier soir ont brûlé des pneus et ont même tenu des propos selon lesquels l'armée devrait prendre ses responsabilités. Nous verrons encore dans les heures à venir ce que le CDP et ce que ces personnes mécontentes feront. Il est difficile de concevoir qu'un candidat à la députation soit déclaré inéligible et que ce candidat soit en même temps déclaré éligible à la présidence. Ça paraît un peu antinomique. Mais attendons de voir. Il ne faut pas présager de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une crainte d'un coup de force? Par qui? Par l'armée tout entière? Par une partie de l'armée? Je ne sais pas lire dans une boule de cristal, mais j'ose penser et croire que s'il y a un coup de force, il faudrait que les auteurs du coup de force soient prêts à tuer des milliers de personnes. Et est-ce qu'ils vont asseoir leur régime sur le cadavre de milliers de personnes? Et c'est en ce moment que le sens de la désobéissance civile aura son propre sens. Et on verra comment cela va gouverner. La décision du Conseil constitutionnel serait conforme à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, selon le gouvernement. Dans un communiqué, le gouvernement appelle au respect de cette décision et estime qu'elle est conforme à l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, laquelle décision concerne l'invalidation des candidatures d'anciens ministres et députés du régime de Blaise Compaoré aux législatives du 11 octobre prochain suite à un recours introduit par Angelin Dabiré. Cette décision ayant entraîné des réactions de certains partis politiques dont les déclarations ne seraient pas de nature à favoriser la paix, la cohésion sociale et le processus démocratique en cours. Le gouvernement rappelle que le Conseil constitutionnel est l'instance suprême de la justice en matière électorale. Ces décisions ne sont donc susceptibles d'aucun recours et s'imposent à tous. Et en Côte d'Ivoire, c'est un recours de 33 candidats qui a été enregistré au présidentiel du 25 octobre prochain. Parmi ces 33 candidats, on compte 3 femmes, outre Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession et favori, l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny et Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, le parti de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, et l'un des candidats Ousmane Camara a déposé son dossier alors qu'il n'a pourtant pas l'âge requis. Il mise sur le flou qui règne autour de l'article 35 de la Constitution pour faire reconnaître cette droit d'éligibilité. À noter que l'âge requis pour se présenter à la candidature ivoirienne est de 40 à 75 ans. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a visité le chantier de l'hôpital Yalgado 2. Le site étant achevé à 99%, son inauguration est prévue pour fin septembre prochain. Mas Combré. Constater l'état d'avancement des travaux du site du pôle de Yalgado 2, c'est le but de la visite du Premier ministre du Faso, Yacouba Isaac Zida. Le site étant achevé à 99%, le Premier ministre compte passer à son inauguration dans les semaines à venir. Nous avons choisi aujourd'hui de venir constater sur place l'état d'avancement des travaux. Et cela nous a permis effectivement de constater que le chantier est achevé à 99%. Donc nous allons envisager
très prochainement, probablement le mois prochain, en tout cas dans les semaines à venir, à procéder à son inauguration. Pour le ministre de la Santé, le processus d'opérationnalisation de nouveaux sites se fera de façon progressive. Je pense que quand vous regardez la philosophie qui a soutenu la construction de cette infrastructure, c'est véritablement faire en sorte que nous puissions augmenter la capacité de l'offre de soins dans notre capitale et faire en sorte que certains services de Yalador puissent en tout cas être dupliqués ou bien voir être renforcés en termes de capacité d'accueil et en termes aussi de capacité opérationnelle. De façon pratique, nous allons certainement procéder de façon progressive pour éviter qu'il y ait une rupture en tout cas dans la continuité des soins aussi bien au niveau de l'hôpital de Yalador qu'au niveau de ce nouveau site. Il faut noter que ce chantier a été lancé depuis 2009 et a vu le passage de 2 premiers ministres. Fort de ce constat, le coordinateur du projet rassure l'opinion publique que l'hôpital Yalagado 2 sera prêt en fin septembre afin d'améliorer la qualité des soins et de garantir une plus grande prise en charge. Afin d'arriver à collecter près de 50 000 poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine sollicite la collaboration de tous. Dans ce cadre, le centre a eu une concertation avec les hommes de médias. Le point avec Max Combry. Période difficile, la banque de sang tarit et la demande supérieure à l'offre. Fort de ce constat, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a organisé une rencontre de concertation avec les hommes de médias en vue de créer des stratégies de promotion du don de sang. Compte de concertation avec les hommes de médias s'inscrit dans la logique même donc, du Centre régional de transfusion sanguine de se faire mieux connaître, de se faire connaître dans tout ce qu'ils font au niveau donc, du Centre régional de transfusion sanguine. Donc, à travers donc, la direction nationale et via notre direction régionale, nous avons pensé qu'il est opportun aujourd'hui de rencontrer les hommes de médias dans l'objectif de véritablement les dire merci pour toutes les fois qu'ils se sont intéressés à la transfusion sanguine, de leur dire aussi, de les sensibiliser encore plus sur la problématique du don de sang au Burkina Faso, et partant, les demander de faire des plaidoyers auprès de leurs organes de presse pour qu'on puisse avoir des plages d'informations qui pourraient donner donc une grande sensibilisation à toute la population. Pour ce bénévole, donner son sang doit être un acte citoyen. Vraiment, c'est un acte vraiment de civisme d'abord, pour sauver vraiment les vies. Surtout en cette saison de pluvieuse là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'anémie. Il faudrait que je passe leur donner un peu de mon sang. Le Centre national de transfusion sanguine invite l'ensemble de la population à poser cet acte salvateur en ce moment critique pour sauver des vies. Et puis cette révolution dans la déclaration des naissances au Burkina e-civil, c'est une première mondiale, une avancée dans le système d'éthique qui permettra désormais de déclarer les naissances par SMS et ce, aboutissant à une délivrance d'actes authentiques, contrôlables de naissance. Viviane Bama. Une première mondiale du genre, la déclaration des naissances par SMS e-civil vient d'être lancée au Burkina Faso. Cette invention est le fruit d'une collaboration de plus de 3 ans de travail entre Francis Bourrière et le Burkinabé Adama Sawadougou. Ce projet, parce qu'il y a une problématique majeure sur notre continent, de façon séculaire qui n'a jamais eu de réponse. Et nous avons vu à travers une nouvelle technologie du nom de Codabule qu'on pouvait le résoudre, qu'on pouvait travailler à le résoudre. Et nous avons pris le chemin pour regarder ce qui est faisable. On a vu effectivement que c'est faisable et ça va au-delà de nos espérances. On a trouvé cette solution e-civil pour répondre à ces besoins problématiques de tout le continent et j'en suis fier. Selon son co-inventeur, cette solution dont la conception a coûté des dizaines de millions devrait permettre de faciliter l'enregistrement et la délivrance des actes de naissance de façon authentique et sécurisée. Il y a un téléphone portable qui va flasher un QR code qui contient un codabule. Il y a un champ qui va s'ouvrir où la sage-femme va remplir un certain nombre d'informations relevant de l'enfant. Donc elle va envoyer un SMS scripté qui va arriver sur le serveur du centre d'état civil. Le serveur va renseigner de manière automatique une fiche d'extrait de naissance. On aura juste à compléter un certain nombre d'informations et le document est prêt à être imprimé.
Parrain de ce projet, le ministre de l'économie numérique par la voix de son représentant a réaffirmé sa fierté et son accompagnement pour ce nouveau projet. Cette invention nous réjouit et nous réconforte dans notre engagement à saisir les opportunités qu'offrent les TIC pour améliorer le quotidien de nos populations et impulser le développement. Nous sommes d'autant plus heureux que c'est l'une des rares fois qu'une invention aussi majeure, issue d'une conception burkinabé, ambitionne aisément de proposer une solution technologique à un obstacle qui préoccupe fortement les gouvernants, non seulement au niveau du Burkina, mais aussi dans la plupart des pays africains. E-Civil aura l'avantage, entre autres, d'enregistrer plusieurs naissances à la fois, de régler définitivement la fraude documentaire et l'insécurité juridique qui en découle, ou encore l'avantage d'être consultable sur Internet avec une géolocalisation du lieu de l'enregistrement de la naissance à partir de n'importe quel endroit du monde. Au Gabon, l'opposition organise ses assises démocratiques. Ces assises nationales de la société civile gabonaise visent à réfléchir à une possible alternance dans le pays face à un parti au pouvoir depuis plus de 50 ans et depuis le 24 de ce mois, une rencontre autour de la problématique de la gouvernance démocratique est organisée. Elle débouchera sur des recommandations que Marc Ona Essangui, président du comité d'organisation, souhaite vulgariser dans tout le pays pour susciter une mobilisation. Pour réussir son challenge, la société civile libre du Gabon a fait venir des membres du mouvement burkinabé, le Balai citoyen, et c'est Mathias Olokambou qui a partagé l'expérience de la révolution au Burkina Faso. Et puis, au Soudan du Sud, un accord fragile a été trouvé entre les deux éternels rivaux Riek Machar et Salva Kiir ce 24 août 2015 à Juba. C'est sous la pression de l'ONU qui avait promis des sanctions immédiates si un accord n'était pas trouvé que le président Salva Kiir a finalement signé l'accord de paix pour le Soudan du Sud. Il met ainsi fin à 18 mois de négociations stériles et à 20 mois de guerre civile sanglante entre les forces gouvernementales et les forces rebelles du pays. Avant de signer cependant, Salva Kiir a tenu à souligner qu'une paix durable ne pourrait être construite que sur des négociations équitables basées sur des compromis et des consensus. La police judiciaire de Ouagadougou a présenté ce soir à la presse une présumée faussaire de timbres. Elle a été mise aux arrêts après avoir transporté dans ses valises 44 000 timbres d'une valeur de 8 millions alors qu'elle revenait d'Italie. Saisie par la douane puis remise à la police, elle a été présentée à la presse en présence de Paulin Yameogo. La police nationale a procédé ce 27 août à la présentation d'une trafiquante de faux timbres. Elle a été interceptée le 12 août alors qu'elle revenait d'Italie en possession d'une valise remplie de faux timbres. En effet, c'est le 19 août 2015, aux environs de 2h30 que la dame Bara, née Zare Barkissa, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec une valise. Après les formalités de police, elle devait passer au contrôle douanier. C'est en ce moment que la douane a découvert dans la valise un important lot de timbres fiscaux. Au même moment, les douaniers ont constaté que la dame Bara détenait un bulletin de réclamation d'une valise qui devait arriver le lendemain. Effectivement, le 20 août 2015, aux environs de 2h15, la deuxième valise a été réceptionnée par la douane et elle a constaté que dans cette dernière, il y avait effectivement un important lot de timbres fiscaux. Il y avait au total 44 213 timbres fiscaux de 200 francs. D'une valeur de 8 millions de francs CFA, ces timbres auraient été produits en Italie. Elle aurait commandé avec un certain Kofi, ressortissant d'un pays voisin et résidant à Napoli, en Italie, 10 000 timbres fiscaux contre 1 000 €. Elle a ajouté que ce dernier aurait augmenté exagérément les quantités à son insu. Lors de sa deuxième interrogation, elle a reconnu qu'en plus de sa commande, son fournisseur lui aurait remis 34 213 timbres pour un certain Kaboré résident à Ouagadougou. Nos investigations pour retrouver les nommés Kaboré et Kofi se poursuivent activement.
Des investigations sont en cours afin de retrouver d'éventuels complices dans cette affaire de faux thèmes, afin qu'ils répondent tous de leurs actes devant la justice. La police a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour appeler la population à la vigilance et à la dénonciation de tous les faussaires dont il aurait connaissance. 3-7-0, c'est le score auquel s'est inclinée l'équipe du MENA face à celle du ministère des Sports et des Loisirs. Un match livré en marge du lancement de la Coupe du ministre du Sport et en volleyball. Le vainqueur de cette coupe interministérielle et institution est attendu pour septembre prochain. Hassan Nakrou. C'est parti pour la deuxième édition de la Coupe du ministre des Sports et Loisirs en volleyball, interministériel et institution. 18 équipes sont à l'affiche pour la conquête de ce trophée. Pour ce match d'ouverture, les volleyeurs du ministre des Sports en orange-bleu étaient face à ceux du ministre de l'Enseignement national et de l'Alphabétisation en jaune-noir. Assistés par le ministre David Cabré, les 3 sets ont été remportés par son département, 25-15 pour le premier set, le deuxième set 25-13 et le troisième set 25-23. Ce qui permet aux volleyeurs du ministre en charge du sport de remporter ce premier match par un score de 3-7-0. Pour le promoteur David Cabré, l'ambition est de pouvoir créer un cadre fédérateur entre les travailleurs en élargissant cette initiative à d'autres disciplines sportives. Nous sommes à la deuxième édition, mais notre ambition est de bien sûr pouvoir élargir cette compétition à d'autres disciplines qui répondent véritablement aux besoins des populations, particulièrement des travailleurs. Ce fut aussi l'occasion pour le ministre en charge du sport de revenir sur les motivations de sa candidature pour le poste de la présidence de la Confédération africaine de volleyball. C'est une candidature qui a été suscitée bien sûr et par la zone 3 de volleyball, qui est une zone qui a un dynamisme qui est apprécié par la Confédération africaine de volleyball et par la Fédération internationale de volleyball. Vous voyez, en 2011, le président de la Fédération internationale de volleyball a visité le Burkina. C'est une reconnaissance vraiment des efforts que les autorités du Burkina font pour la promotion du volleyball dans la sous-région et également c'est une reconnaissance pour le dynamisme du volleyball. David Cabré n'a pas aussi manqué l'opportunité pour prouver sa déception à l'égard des incidents des supporters survenus le dimanche 23 août dernier lors des tours préparatoires du cyclisme pour le Tour du Faso. Il faut dire que c'est regrettable qu'on puisse prendre à partie des acteurs, des athlètes qui sont en compétition. Et vraiment, je ne sais pas comment il faut apprécier ça vraiment. C'est inacceptable qu'on prenne à partie des athlètes qui sont engagés dans une compétition. L'esprit de fair play, de fraternité et de paix ont été les maîtres mots du ministre à l'endroit des sportifs qui doivent prendre part aux différentes compétitions de cette coupe. Et puis à Kinshasa, l'association Plus de Couleurs a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la discrimination faite aux personnes atteintes d'albinisme en République démocratique du Congo et dans le monde. Les albinos de Kinshasa ont décidé de sortir du carcan de la honte en criant fièrement Ndundu, entendez par là, fier d'être albinos. Cette campagne intervient en marge du festival qui se tient du 27 au 29 août à Kinshasa. Par ailleurs, les internautes kinois ont été invités à prendre des photos avec des albinos de leur milieu et à les publier sur leur compte avec la mention fièrement Ndundu, un albinos, un câlin, une vie. Le procès de 10 terroristes présumés s'est ouvert hier mercredi à N'Djamena au Tchad. Cette poursuite devant une cour criminelle intervient après les attentats qui ont fait 67 morts et 182 blessés entre juin et juillet. N'Djamena dans la capitale du pays. Sur le banc des accusés figuraient aussi des membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, arrêtés par l'armée tchadienne au cours de cette opération dans la région du lac Tchad. Les accusés sont notamment poursuivis pour assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives et détention illégale d'armes de guerre. Ils ne sont toutefois pas poursuivis au regard de la nouvelle loi tchadienne adoptée en fin juillet dernier contre les actes de terrorisme. Celle-ci n'a pas d'effet rétroactif. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite bonne soirée en compagnie de nos programmes.